Bienvenue à mes fidèles téléspectateurs dans ce nouveau numéro de votre émission Nos héros dans la santé. C'est avec, vous le savez, beaucoup de plaisir, mais aussi avec beaucoup de passion, je dois l'avouer, vous allez le comprendre, que nous nous apprêtons à passer avec vous les minutes qui viennent. Nous allons aujourd'hui découvrir une héroïne dans la santé, tout de suite après ceci. Passionnée de santé, engagée dans la santé, elle a un parcours que nous jugeons inspirant et qu'il lui plaît de bien vouloir partager avec nous. Elle, c'est Dr Lomdo Massama Kassirat. Docteur, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour Francis. Comment allez-vous? Je vais bien, gloire à Dieu. Alors, je disais donc tout à l'heure, docteur, alors, il y a une fois où je vous ai appelé au téléphone et puis j'ai fait une formule tout à fait inhabituelle. J'ai fait « mes respects, mon commandant ». Et justement, vous avez eu ce sourire-là. Mais donc, encore une fois, mes respects, mon commandant. Bonjour. Alors oui, il nous plaît donc de vous recevoir. Et donc, vous êtes médecin commandant Lomdo Massama Kassirat. Vous êtes chirurgienne digestive et proctologique. C'est un honneur pour nous de vous recevoir et d'apprendre de vous. Et merci parce qu'il n'est pas toujours évident de parler de soi. C'est un exercice souvent difficile. Encore une fois, merci d'accepter de partager de votre parcours avec nos téléspectateurs. Première question, qui êtes-vous? Comment vous présentez-vous habituellement? Je suis le médecin commandant Lomdo Massama Kassirat Sultani. Je suis chirurgienne digestive et proctologique. Je suis passionnée de chirurgie. Je suis passionnée des soins pour l'humain, homme ou femme. Et ce que j'aime particulièrement, c'est de voir mes patients heureux. Ça fait partie de ce qui me donne un plaisir intense. Et eux-mêmes, ils le voient. D'accord. Mais est-ce que vous avez toujours voulu être médecin? Pas du tout. Ah, Pas du tout. c'était quoi et comment on en est arrivé là? Tout d'abord, je voulais avoir de l'argent. D'accord. Voilà, je voulais être riche. Qui ne le veut pas? Voilà, et pour moi, le seul moyen, c'était d'avoir un doctorat en économie. D'accord. Pour moi, c'était le seul moyen. Il fallait que je travaille dans une banque et tout ça. Et tout a changé en première, en classe de première. D'accord. J'avais 15 ans. J'avais 15 ans. 14 ans allant vers 15 ans. Et j'ai vu des médecins militaires. D'accord. Et mon beau-frère a soutenu durant ma classe de première. Et mon beau-frère est médecin militaire. Et je l'ai vu en tenue, j'ai vu les autres médecins militaires aussi en tenue. J'ai été passionnée. En fait, ça a été un coup de foudre immédiat qui a étonné tout le monde. Que ce soit mes parents, que ce soit lui-même, le médecin militaire qui m'a inspirée. Et voilà, et moi-même, ça m'a surprise. Et tout s'est enchaîné rapidement. D'accord. On passe d'économie à la médecine. C'est ça. Alors, est-ce qu'en passant de là, la motivation initiale avait quand même disparu? On a changé le fait de vouloir être riche par le fait de vouloir sauver des vies ou ça allait ensemble? J'ai oublié. En fait, vraiment, j'ai oublié. D'accord. Je ne saurais vous expliquer ce qui s'est passé, mais j'ai oublié complètement ce qui était la richesse et tout ça. Mais il y a eu une envie profonde de faire la médecine militaire. Voilà, je pense que, comme on peut dire, les voies de Dieu sont insondables. Arrivé à ce moment-là en première, il fallait que je sache ce que j'ai à faire pour pouvoir me préparer. Et donc, la médecine militaire était pour moi une évidence. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il fallait le faire. Il ne fallait pas que ce soit de la médecine. Tout simplement, il fallait que ce soit de la médecine militaire. Mais justement, j'allais dire, et c'est aussi pour ça que pour nous, accepter que nous vous considérions comme une héroïne dans la santé, en quelque chose. La médecine militaire, pour une femme, n'est peut-être pas très évident.
Alors nous croyons énormément aux femmes, mais comment vous l'avez vécu cet environnement? Je veux bien comprendre que pour vous, la motivation était immédiate, la voie était toute comme tracée, mais quand vous y êtes entré, est-ce qu'il n'y a pas eu des obstacles? Est-ce qu'il n'y a pas eu des défis? Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments de doute? Quand j'y suis entrée, je me rappelle, c'était en septembre 2006 plutôt, excusez-moi. C'était un choc. Un choc mental, un choc émotionnel, un choc physique. On est coupé de la famille au début. On demande des exercices physiques qu'on n'a pas l'habitude de faire. Tout est différent. Franchement, j'ai eu des doutes. Mais je ne pouvais pas faire marche arrière. Cette volonté de faire la médecine militaire était trop intense pour que je puisse faire marche arrière. Ce n'est pas possible. Il fallait que j'avance, il fallait que j'aille. Donc, j'ai foncé. C'est vrai qu'au début, c'était difficile, mais j'ai foncé. Franchement, j'ai foncé. D'accord. Alors, un pan de la chose sera d'aller explorer votre profil professionnel et puis ensuite votre profil humain, mais dans un sens vraiment très généraliste quand vous me dites « j'ai foncé ». Et c'est aussi ça l'objectif de cette émission, de vous découvrir et d'apprendre de vous à travers le monde. Comment on fait pour foncer quand tout autour nous dit non? Est-ce que c'est vraiment, vous attribuez ça à une prédestination innée de la chose, ou il y a vraiment une partie adaptative où il faut se forger un certain caractère? Comment on fait pour foncer quand on a l'impression qu'on n'en peut plus? Ok. À mon sens, il y a d'abord une prédestination, ça c'est de un, mais de deux, il faut se forger une carapace aussi pour faire face aux événements qui arrivent, aux imprévus qui arrivent, à toutes les circonstances qui arrivent pour pouvoir mettre en doute ce choix que l'on a fait. Moi, je me suis formée pas au Togo, je me suis formée au Maroc. La plupart de mes études étaient au Maroc, une autre partie était en Europe. J'ai passé environ 13 ans au Maroc. Donc, qui dit Maroc dit pays étranger, dit clash de culture, dit aussi pas seulement la médecine, mais aussi la médecine militaire, les exigences de la médecine militaire. Il fallait que je m'adapte. Il fallait que je m'adapte. Il faut vraiment prendre sur soi parce que on fait face à des circonstances qui nous poussent à aller au-delà de nos capacités. Et si on n'a pas un mental fort, on abandonne. Donc, il faut vraiment avoir un mental fort et il faut aussi se fixer des objectifs. Il faut se fixer des objectifs et pouvoir faire un plan selon les objectifs que l'on s'est fixés. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de mission qu'on s'assigne, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de planning que l'on fait. Et c'est voué à l'échec, que ce soit dans la médecine en général que dans la médecine militaire. D'accord. Alors, vous armez de votre motivation, vous vous armez de toutes les aptitudes qu'il faut pour réussir, et puis vous choisissez cette discipline tout à fait particulière. Alors, vous ne vous contentez pas d'être médecin, comme vous avez dit, vous faites médecine militaire, et puis vous ne faites pas médecine interne ou je ne sais pas quoi. Elle choisit de déchirer les gens pour les réparer. Pourquoi la chirurgie et pourquoi la chirurgie digestive et proctologique? D'accord. Par rapport à ce choix, c'est un choix qui s'est quasiment imposé à moi. Pas qu'on me l'a imposé, hein, non, c'est que c'était une évidence aussi. Tout comme le choix de la médecine militaire, la chirurgie était une évidence. Lorsque j'ai eu l'occasion de faire ce choix de spécialité, j'avais différentes spécialités qui étaient beaucoup plus aisées que la chirurgie. J'imagine. Voilà. Et donc, après, je me suis dit, je dois faire de la chirurgie, je dois être chirurgienne. Donc, à ce moment-là, il fallait choisir entre la chirurgie digestive et la chirurgie traumatologique. Vous voyez? Et par la suite, j'ai évalué ce que c'était la chirurgie digestive. Je me suis renseignée et je me suis dit que c'est là ma voie. C'est ce que je dois faire. Parce que les options que j'avais, c'était la chirurgie digestive et la chirurgie vasculaire, toujours dans la chirurgie digestive. Donc, il fallait faire certaines choses comme les amputations de membres et tout ça. Et comme j'aime être une pionnière, j'aime aussi les challenges, je me suis dit, on y va.
ça va aller. Voilà, D'accord. c'est ça. Bah, et je pense que vous le réussissez assez bien. Je vous disais tout à l'heure, donc, jeune médecin militaire. Bon, quelqu'un m'a dit que les femmes n'aiment pas qu'on donne leur âge, donc on va maintenir ça secret. Mais donc, jeune médecin militaire, chirurgienne digestive, et puis vous vous retrouvez donc dans un environnement professionnel tout à fait particulier. Alors, dans votre discipline, j'imagine que vous avez commencé par exercer hors du Togo avant d'y revenir, vous y installer. Donc, comment ont été vos premières années de pratique à l'extérieur? Et puis, quand vous rentrez, comment professionnellement vous vous installez? On commence par l'extérieur. Ouais. C'était difficile. C'était difficile parce que j'étais la seule dame du service. Il n'y avait que des hommes qui faisaient la chirurgie. Donc déjà ça, on se sent un peu isolé parce que ce n'est pas la même mentalité. D'abord, les hommes et les femmes, ils ne sont pas les mêmes en termes de gestion des émotions, en termes de gestion du temps, en termes de gestion aussi des patients. Vous voyez, les femmes ont une approche un peu plus douce de la chose, mais il y a des circonstances où il faut être assez agressif. Voilà, donc au début, c'était un peu difficile, hein, je l'avoue. Ben, mais j'ai pu m'adapter. Vous avez voulu. C'est ça, je l'ai cherché. Donc, il fallait que je me prouve à moi-même et je prouve aussi à ceux qui croyaient que ce n'était pas possible que je peux le faire, je vais le faire et je vais exceller. Ce qui fait que à la fin de mes études de chirurgie, à la fin de ma spécialité de chirurgie, je me suis dit, tu es la seule qui... Ça, c'est quelque chose qui vous a marqué à la fin. Ah, franchement, tu es la seule donc, et tu y es arrivée. Tu dois y arriver encore mieux. Donc, j'ai fait de mon mieux pour pouvoir sortir major de ma promotion. Donc, j'étais la seule femme parmi tous les hommes. Je suis sortie major de ma promotion en termes de spécialité en chirurgie. D'accord. Maintenant, j'arrive à Lomé. C'est aussi des hommes. Ce sont des hommes aussi. Ce sont des hommes. Et puisque j'avais cette expérience-là de l'étranger, avec des hommes, avec un personnel prioritairement ou bien plutôt masculin, j'ai pu m'adapter assez facilement. Et je pense que mon environnement aussi a facilité les choses. Mes collègues de travail ont beaucoup facilité les choses. Ils m'ont accueilli comme il se doit. Ils ont respecté la spécialité que je faisais. Ils ont respecté mes compétences. Et cela m'a permis de m'épanouir plus rapidement et plus facilement. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y avait donc d'autres chirurgiens digestifs et proctologiques dans cet environnement? Dans l'environnement où je travaillais, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, il n'y avait pas de femmes non plus. Alors, heureusement donc, alors finalement, vous sortez première en tout. Alors, donc, on est bien heureux d'apprendre que l'intégration professionnelle s'est quand même bien passée. Il y a certainement eu des challenges. Mais alors, quel a été votre rapport avec la patientèle, vos premiers patients? J'imagine que donc, chirurgien, vous découvrez quand même le patient avant qu'il ou qu'elle ne soit allongé devant vous et qu'il faille intervenir. Mais alors, comment ils réagissent en voyant que c'est une femme qui va intervenir sur moi? Elle est là seule et c'est pas comme si j'ai le choix. Comment ça se passe? Je ris parce que c'est vraiment cocasse. Parce que les patients, quand ils viennent, ils ne savent pas que c'est une femme. Ils ne savent pas qu'ils auront à faire face à une femme. Que ce soit des patients de sexe masculin que des patients de sexe féminin, ils ne savent pas. Donc, quand ils arrivent, ils sont un peu étonnés. Ils se demandent, est-ce que c'est le docteur, est-ce que ce n'est pas le docteur? Et donc, je leur dis, ah, mais vous ne saviez pas que c'était une femme, n'est-ce pas? C'est moi, il n'y a que moi. On y va. J'imagine qu'avec les patients masculins, la gêne devrait être encore plus... Oui, effectivement. Mais bon, j'avais déjà cette expérience dans mon lieu de formation, dans mon pays de formation. Et il fallait que je sois confiante. En fait, c'était ça la clé. Si j'arrive devant un patient, ou bien si un patient vient consulter auprès de moi et ce patient sent de l'insécurité, sent un manque de confiance, automatiquement, il n'aura pas le courage, il n'aura pas l'envie même de pouvoir exprimer
ses besoins, exprimer ses plaintes. Et donc, je l'ai compris assez tôt. Il fallait que je sois sûre de moi. Il fallait que je leur montre que c'est moi ou c'est moi. Et je peux faire ce que les hommes font. Je suis à la hauteur. Et donc, c'était ça. Donc, quand je suis rentrée au Togo, c'est avec cette même assurance-là que j'ai consulté mes patients, avec cette même assurance-là que j'ai opéré, avec cette même assurance que j'ai fait le suivi. Voilà. Et je ne me suis pas mise de limites, dans le sens où si vous voulez disons, avoir plus d'amples informations, je suis disponible. Vous pouvez venir à tout moment, je peux répondre à vos questions. Et j'ai essayé de mettre cette touche féminine-là qui fait que les patients peuvent trouver en moi une fibre maternelle. Parce que souvent, que ce soit les hommes ou les femmes, ils recherchent quelqu'un qui va écouter au-delà de leurs plaintes, qui va comprendre aussi le contexte social dans lequel ils peuvent se trouver. Parce que c'est important, c'est ce qui va déterminer aussi la démarche à suivre. Tout à fait. Voilà. Alors, n'est pas chirurgien ou chirurgienne qui veut déjà être suffisamment sûr de soi, c'est un gros challenge, au point de pouvoir en rassurer d'autres qui donc en ont besoin, double challenge. Et là, moi, je voudrais quand même faire appel à cette partie intégrante de votre profil humain et professionnel, mais surtout puisque nous sommes dans le professionnel, qui vous impose de savoir prendre des décisions. Parfois des décisions difficiles, parfois des décisions urgentes. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé, racontez-nous une des décisions les plus délicates que vous avez dû prendre ou à laquelle vous avez été confronté et il fallait gérer ça très rapidement. Ok. D'abord, je voulais dire que je fais assez d'amputations de membres. D'accord. Et pour moi, c'est un peu comme de la routine. Ah. Voilà. Donc, je regarde mes jambes. Je fais les membres inférieurs et les membres supérieurs. Je les fais. Donc, c'est un peu de la routine. Et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Dans le sens où je me dis qu'il faut que je le fasse pour sauver mes patients. Il faut que je le fasse pour pouvoir leur donner une meilleure qualité de vie, si je peux dire. C'est indispensable. On ne peut pas faire autrement. Mais il y a une fois où ça m'a posé un cas de conscience. Pas parce qu'il ne fallait pas le faire. J'étais objective. Hein. C'était une décision collégiale. C'est-à-dire que c'était un staff et tout ça. Mais la particularité, c'était que c'était en zone d'opération. C'est-à-dire que c'était en mission extérieure, militaire, en zone de conflit. Et c'était un jeune militaire. C'était ça la particularité. C'est pour ça que je n'oublierai jamais. Il fallait amputer ce membre-là et ça mettait en péril l'avenir de ce jeune-là. Donc l'amputation a été faite. Mais par la suite, pour pouvoir, disons, réaliser cela et pour pouvoir accepter cela, ça a été un peu difficile. Donc ça, c'est une des expériences les plus poignantes que je ne pourrai jamais oublier. C'était un jeune tchadien. Wow. Donc, ça me fait penser à quand l'un de vos instants les plus épanouissants, c'est quand même, vous avez employé un terme que j'ai à dessein gardé, c'est intense pour vous de voir la satisfaction du patient après. Mais justement, vous intervenez dans des cas très particuliers, très spéciaux. On n'est pas forcément tout de suite satisfait en se réveillant de l'anesthésie avec un membre en moins. Même si après ça guérit quelque chose. Comment ça se passe? Comment vous gérez ça? Personnellement ou bien avec les patients? Avec les patients. Avec les patients. Déjà, avant de poser ce geste-là, il faut discuter avec le patient. Il faut vraiment discuter avec le patient. Quand ce n'est pas des urgences vitales, on a le temps de discuter avec les patients. Lorsque c'est des urgences vitales, c'est après l'intervention qu'on discute avec le patient. Et on fait un counseling. D'abord un counseling en tant que chirurgien et on demande aussi que le psychologue ou le psychiatre vienne voir le patient. Ça, c'est de un.
Lorsque l'intervention est passée, que tout se passe bien aussi en termes de suite opératoire, on continue à discuter avec le patient pour évaluer ses besoins, pour savoir où est-ce qu'il se positionne par rapport à l'appareillage. Okay. Parce que ce qui est bien, c'est qu'au-delà de l'amputation, il y a l'appareillage. Donc, je parlais de la satisfaction de voir mes patients soulagés, guéris et tout. C'est surtout par rapport aux amputations. Ah ouais? Lorsque j'ampute un membre et par la suite, j'envoie le patient pour l'appareillage et il vient avec son appareillage et il marche, ça, je me dis, j'ai accompli ma mission. J'ai accompli ma mission, j'ai aidé à sauver la vie de ce patient et je lui ai donné une bonne qualité de vie. Voilà, donc ça, je vous assure que c'est un sentiment que l'argent ne peut pas donner. Non, l'argent ne peut pas donner ça. C'est un sentiment de satisfaction profonde et de fierté. Ah, j'ai aidé ce patient et il va bien. Voilà, et il peut avoir de l'espérance en son avenir. Voilà, c'est ça. Ah, ça. On sent l'intensité du plaisir que vous ressentez. C'est un vrai plaisir. Ouais. Ah ben, merci beaucoup de partager tout ça avec nous. Venons-en beaucoup plus à votre profil, j'ai envie de dire personnel, en tout cas en tant que personne. Comment vous conciliez ce profil professionnel très intense à ce qui va être votre vie de famille? Il faut trouver un équilibre. C'est vraiment possible? C'est possible. Il faut trouver un équilibre, mais ce n'est pas un équilibre qui est constant, hein, parce qu'il y a il y a toujours des variations. Pourquoi? Déjà, parce qu'en tant que médecin militaire, en tant que chirurgienne des armées, je suis appelée à faire des missions. Je suis appelée à aller hors de ma zone de confort, à aller hors de mon pays, lors de certaines circonstances, comme lorsque je disais j'étais en mission extérieure. Donc ça, ce sont des variations. Ça arrive. Donc il faut déjà intégrer cela. Donc la famille doit déjà intégrer cela aussi. Donc c'est-à-dire que c'est un équilibre, pas seulement de mon côté, mais du côté de la famille. Ça, c'est de l'ordre de la nécessité. Il le faut. Il faut que tout le monde sache que la médecine militaire, mais la chirurgie, c'est particulier. Surtout la chirurgie des armées, c'est particulier. Donc, ce n'est pas comme les autres disciplines. Et pourquoi je dis qu'il faut trouver un équilibre? C'est parce que lorsque la vie familiale n'est pas épanouissante, il y aura un impact. Forcément. Forcément sur la vie professionnelle. Il y aura un impact sur la vie professionnelle. Donc, il faudrait absolument trouver un équilibre. Et vice-versa aussi, lorsque la vie professionnelle n'est pas équilibrée, lorsqu'on n'arrive pas à retrouver ses repères dans la spécialité que l'on fait, c'est aussi difficile parce qu'on ressort de là un peu frustré et ça peut avoir un impact, un effet boule de neige sur la famille. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre, c'est important. Vous faites fort, vous faites vraiment, vraiment très fort parce que la vie familiale en soi est un sacerdoce, j'ai envie de dire. Oui. Il faut pouvoir la vivre aussi pleinement que possible, être épanoui. L'armée est un sacerdoce, la santé est un sacerdoce. Je finirai par cette question. Est-ce que quand on en arrive là, quelles sont les perspectives, quels sont les projets? Est-ce qu'il y a un après qu'on recherche encore? Bien sûr, il y a toujours un après. Déjà, dans le domaine de la santé, il faut toujours se mettre à jour. Il faut toujours se mettre à jour. Donc, je ne me repose jamais sur mes lauriers. La spécialité que j'ai faite, elle évolue. Donc, c'est toujours des formations continues, des recyclages, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, au Togo ou à l'extérieur du Togo. C'est déjà ça. Et au niveau militaire, il faut aussi penser à évoluer. À évoluer parce que être militaire, c'est aussi des grades qu'il faut atteindre, qu'il faut dépasser. Voilà. Donc, il faut y penser, c'est ça.
Ben vraiment, écoutez, je me rends compte que ce n'est pas seulement votre parcours qui est inspirant, mais toute votre personne, votre philosophie de vie et tout ce qu'on a pu découvrir au travers de cette émission. On pourrait bien faire 2 ou 3 heures d'émission qu'on n'en finirait pas. Auriez-vous un message d'encouragement, de motivation pour toutes les personnes qui vous suivent en ce moment et qui essayent de tirer quelque chose de vous? Ce sera le mot de la fin de cet entretien. Et ce sera face caméra. D'accord. Moi, je m'adresse particulièrement aux femmes, aux jeunes filles. D'accord. Quand vous voulez faire quelque chose, vous devez vous donner les moyens de le faire. Ce ne sera jamais facile parce que les choses les plus précieuses ne s'acquièrent pas dans la facilité. Mais quand vous voulez, vous pouvez. Et vous devez le faire. Vous devez montrer que les femmes sont différentes, c'est vrai, mais les femmes peuvent être excellentes. Les femmes peuvent changer le monde. Merci. Infiniment merci. Mon commandant. Messieurs, mesdames, ça aurait été un énorme plaisir. Partagé, j'en suis sûr, d'avoir vécu ces instants ensemble. C'était notre héroïne dans la santé. Nous vous retrouvons bien assez tôt dans d'autres numéros de nos héros dans la santé. Au revoir.